Bonjour Monsieur Jean-Philippe Boucaud. Très bien. Merci de nous recevoir chez vous ici dans votre cabinet Contador. Très bien, enchanté. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce que du coup vous pouvez nous présenter un peu votre parcours personnel, professionnel au sein de Contador, parce qu'il y a plusieurs antennes sur le département, et du coup voilà, présenter un petit peu votre formation, comment vous êtes arrivé aujourd'hui au métier que vous exercez en tant que commissaire aux comptes et également aussi expert comptable. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur dans la grande majorité des professionnels de l'expertise comptable qui pratiquent l'activité de commissaire aux comptes, beaucoup sont experts comptables avant de devenir commissaire aux comptes. Pour devenir commissaire aux comptes, on finalise un diplôme généralement d'expertise comptable. On fait 5 ans d'études, il y a différentes manières de le faire. C'est 5 ans d'études, on va dire, scolaires en fac ou dans des écoles. Et ensuite, on doit valider ce qu'on appelle un stage. C'est une sorte d'apprentissage amélioré de 3 ans dans un cabinet d'expertise comptable, et dans lequel, pour ceux qui ont pu avoir une expérience poussée en commissariat aux comptes, quand ils finissent leur diplôme au bout des 3 ans, donc ça fait 5 et 3, ça fait 8, peuvent demander à devenir commissaire aux comptes, aussi en plus de devenir expert comptable, donc de faire cette deuxième type de mission. Voilà. Et ça, c'est possible que parce qu'on a eu certaines expériences durant toutes les études. Voilà. Et vous, ça fait longtemps que vous êtes commissaire aux comptes et expert comptable? Du coup, moi j'ai été diplômé, bonne question, j'ai été diplômé en 2011, peut-être, voilà. 2010-2011, oui, voilà. Et dans la foulée, dans l'année qui a suivi, comme j'avais les équivalences qu'il fallait, j'ai pu faire ma demande pour avoir le titre de commissaire aux comptes. Sachant que cette demande, alors c'est un petit peu, on n'est pas trop habitué à ça parce qu'on est souvent des professionnels un peu de terrain. Il y a une norme particulière parce qu'un commissaire aux comptes est inscrit auprès de la cour d'appel. Donc le commissaire aux comptes, son autorité de tutelle, du coup, comme vont l'être les avocats ou autres, on n'est pas dans le même cursus, dans le même encadrement que les experts comptables. Et donc on doit faire preuve d'une indépendance encore plus renforcée que celle qu'on pourrait avoir en étant expert comptable. Donc on est inscrit et validé qu'après une enquête de police qui a été faite sur nous, pour vérifier s'il y a des indépendances ou s'il y a un historique qui poserait problème, par exemple. Voilà. Donc ça fait 10 ans que vous êtes dans la profession. Vos études, vous les avez faites dans le département? Alors moi j'ai pu faire tout faire dans le département. J'ai fait on va dire, pour faire simple, j'ai fait 4 ans sur la côte basque, un UT de gestion, et après une préparation. Alors c'est des diplômes dont les noms ont changé maintenant, mais maintenant ça s'appelle le DCG. Donc ce sont des diplômes nationaux qui se passent un petit peu comme le bac à une certaine époque, où on va passer une fois par an, on va passer un diplôme pour valider des UV. Donc ça permet d'arriver au bac autour du bac plus 4. Et après la 5e année, je l'ai faite à parcours à distance, parce que j'avais commencé à travailler au cabinet un petit peu. J'ai mêlé travail sur le terrain et cours à distance, ce qui m'a permis de valider donc ce DESCF à l'époque, qui s'appelle maintenant le DSCG. Voilà. Il y a différentes manières de le faire. Il y a des gens qui passent par des écoles et qui arrivent à avoir des équivalences. Bon, j'ai fait sur pause. Ce sont des diplômes on trouve ça dans tous les départements, parce que à la base c'est pour former des comptables. Enfin, en tout cas sur les premières années. Donc je dirais c'est un peu comme un peintre, comme il y a besoin de peintres partout, et les formations on les trouve assez facilement. Donc ici dans le département c'est pareil, il y a des bonnes formations, notamment à l'IAE, à Pau aussi, tout ça.
Parlez-nous maintenant plus concrètement du cabinet Contadour. Donc là, on est ici à Pau. Je crois que le siège est sur Navarinx. Alors, pas tout à fait. On va dire que on a le siège de notre cabinet comptable, on va dire la direction et l'entité un peu historique est sur Oloron-Sainte-Marie, où on est presque 20 collaborateurs là-bas, avec les experts comptables et les commissaires aux comptes. Encore une fois, bon, surtout là, une très très grosse partie d'activité sur la partie expertise comptable, mais qui tout ce volume, on va dire, d'entreprises que l'on suit, et ça permet d'avoir les expériences significatives qui nous permettent du coup d'être, à notre avis, d'avoir le bon regard ou la bonne expérience pour pouvoir traiter les missions du commissariat aux comptes. Donc Oloron a un site principal, sur Pau aussi on intervient, on a un bureau qui est 6-7 collaborateurs, et des bureaux de proximité au Pays Basque à Saint-Palais et sur Navarinx. Voilà. Donc après, encore une fois, et on s'étend, notre clientèle, l'idée c'est d'être dans la proximité. Donc c'est le département, c'est les Landes, les Hautes-Pyrénées, et après quelques clients historiques qui veulent qu'on s'occupe d'eux, qui sont plus loin, mais bon, c'est pas, on recherche pas ça. Parce que c'est par le contact, on va dire, qui est un peu limité en ce moment d'ailleurs, avec Covid, mais c'est par le contact qu'on peut arriver à tisser des liens et avoir un travail efficace. Les grandes lignes de l'activité principale du cabinet, donc de l'expertise comptable, ouais, et du commissariat aux comptes. C'est ça. Oui. Alors sur le commissariat aux comptes, ça demande justement une expertise un peu plus poussée. Donc c'est essentiellement la majorité du temps à passer dans les missions. Le commissaire aux comptes va y passer un temps plus poussé que peut passer l'expert comptable quand il suit un dossier d'un client en expertise comptable. Donc ça nous sollicite un temps certain. Mais d'un autre côté, et intellectuellement et au niveau aussi des sujets qui sont abordés, c'est tout aussi intéressant. Donc des collaborateurs formés spécialement aussi pour faire ce genre de mission, qui demandent les bases de l'expertise comptable, mais qui n'ont pas du tout la même approche. Vous intervenez notamment au niveau du centre social de Solan de Mourinx. Comment vous êtes arrivé à être mandaté sur cette fonction-là? Quelles sont vos missions et comment vous intervenez dans le cadre de votre intervention de commissaire aux comptes? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'Ossolan ou d'autres structures, il y a eu quand même depuis les 30 ans une grosse évolution du secteur associatif. Beaucoup de professionnalisation du secteur associatif avec des associations qui étaient qui avaient beaucoup de bénévoles, qui ont toujours beaucoup de bénévoles, mais qui se sont beaucoup complexifiées en l'espace de 30 ans. Donc qui ont dû faire appel à du personnel de plus en plus, du personnel de direction, des salariés à gérer, certaines lois complexes à appliquer, et donc tout ça fait que les associations historiques ont grossi, c'est essentiellement ça, et ce qui fait que le commissaire aux comptes a pris un rôle plus important dans ces associations depuis un certain nombre d'années. Pourquoi ? Parce que la règle de base, c'est que ce qui revient le plus souvent, c'est que quand vous avez une association dans le salon, dans le social, ou dans le sport, ou dans la culture, par exemple, si vous touchez plus de 150 000 euros par an, si l'association reçoit plus de 150 000 euros par an de financement de l'État, donc des subventions, on a plus toujours des choses comme ça, des financements de l'État, vous devez nommer un commissaire aux comptes. Après, il y a d'autres associations professionnelles, elles, qui dépassent d'autres montants qui sont beaucoup plus importants, mais qui, elles aussi, devront nommer un commissaire aux comptes. Et il y a des associations qui sont plus petites, qui sont restées petites, mais qui, volontairement, ont fait le choix d'en avoir un. Bon. Avec ça, ce choix-là, moi, je le vois, en tout cas dans la mission de commissaire aux comptes, pour deux ou trois raisons. C'est notre rôle, d'abord, plutôt, c'est de valider, de sécuriser, de valider donc les comptes de l'entreprise, de montrer qu'ils sont
on appelle ça sincères et véritables, donc qui sont justes, pour faire simple pour le non-initié. En gros, on va pas dire forcément si les comptes sont bons ou s'ils sont pas bons, mais on va dire s'ils sont justes ou s'ils sont faux. Et dans ces conditions-là, comme il y a beaucoup de tiers qui transitent autour des associations, il y a une volonté pour tous ces tiers d'être rassurés sur la bonne tenue de la santé financière de cette association. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a l'État qui donne de l'argent. Et donc l'État dit bon, on vous donne des subventions, mais vous êtes sûr qu'en gros que vous en faites pas n'importe quoi et que cet argent-là est bien, que l'association est en bonne situation financière, qu'il a été utilisé de bonne manière. Donc l'État va demander à son commissaire aux comptes de fournir ses rapports pour valider les comptes chaque année. Le deuxième public sensible pour moi, c'est les bénévoles membres de l'association, parce que une association a des bénévoles qui sont pas tous là, pas tout le temps là, mais qui sont pour autant, par le statut français des associations, qui peuvent être engagés en cas qu'une association se retrouve en difficulté financière. Et donc le fait qu'il y ait un commissaire aux comptes permet là encore, par la validation de ces comptes, de prouver qu'il y a une sécurité financière au niveau de l'association, et ça rassure le non-initié, parce que bon, dans un bénévole, il y a de tout, hein. Des personnes qui connaissent les chiffres et des personnes qui ne veulent pas en entendre parler. Voilà. Et le dernier point aussi qui existe de plus en plus, c'est aussi les banques, parce que les associations grossies sont amenées aussi à avoir des financements bancaires, donc ça participe là aussi à prouver qu'il y a une vraie sécurité financière au niveau de l'association, donc ce qui va rassurer le banquier et potentiellement permettre de faire appel à d'autres financements par la suite. C'est un petit peu ça la finalité, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc c'est un travail annuel que vous réalisez dans les associations notamment. Voilà, donc on a un mandat légal. Là, tout ça c'est légal. Donc on est nommé pour 6 exercices, 6 années dans les associations. Vous êtes nommé à l'Assemblée Générale. On est nommé à l'Assemblée Générale, effectivement, par les personnes qui sont présentes à l'Assemblée Générale, donc les bénévoles. Donc souvent sur proposition d'une direction, hein, donc on est nommé pour 6 exercices. On émet chaque année un rapport qui est très normé, qui sort pas trop des clous, mais qui permet de justifier que le bon état de la situation financière de l'entreprise, de l'association, qui sont de vraies entreprises. On a un regard de veille sur à tout instant sur l'avenir de l'association, le risque qu'elle ait des difficultés financières dans le futur. Et on peut même être amené si dans le cas d'une association qui a de grosses difficultés, à devoir déclarer, alerter les tribunaux de la situation financière délicate de l'association, et voire même ce qui pourrait la forcer à se mettre dans une position de l'association, on va dire, malade, et qui doit être un petit peu perfusée ou aidée par l'administration française. J'explique ça simplement. Et donc ça, c'est des choses que j'ai pas jamais eu besoin de faire, parce qu'on a toujours un regard, on va dire, en amont, pour essayer avec les dirigeants qui essayent aussi de se démener pour assurer l'avenir. Ça peut toujours arriver. Votre exercice, donc effectivement, se situe au niveau du contrôle des comptes associatifs, mais il y a aussi toute une partie importante sur l'effectivité de la gouvernance démocratique, sur la tenue des procès-verbaux. Il y a tout ce travail-là aussi important. Oui, parce qu'en fait, sur toute la mission, on a un raisonnement un petit peu d'abord je dirais un peu en entonnoir sur l'approche de la mission. C'est-à-dire que pour nous, pour que les comptes soient justes, il faut qu'on s'assure qu'en amont, l'organisation de l'association est viable et cohérente avec ce qu'elle produit, ou le niveau des comptes qu'elle est censée produire à la fin. Donc grosso modo, quand on a une association qui va avoir 50 salariés, si elle a un service qu'on estime nous sous-équipé en personnel, alors qu'elle doit sortir 50 ou 60 payes tous les mois,
pour nous, c'est des signes d'alerte qui, bon, on se dit, à un moment donné, il va y avoir un couac et il risque d'y avoir des erreurs. Bon, c'est des choses comme ça que l'on regarde pour cibler où est-ce qu'on va aller un petit peu, potentiellement vérifier qu'il y a des soucis. Et de la même manière, donc là, il y a cet exemple-là, sur la partie gouvernance, on s'assure que l'association joue bien son rôle effectivement d'organisme rassembleur, et notamment sur une assemblée générale. Certes, on a une validation, on a un procès-verbal de comme quoi tout s'est bien déroulé, mais néanmoins c'est une association en 1901, il faut qu'elle aille jusqu'au bout de son objectif, de son objet, et donc qu'elle prouve qu'elle a bien réalisé tous ces conseils d'administration et ces assemblées générales comme elle est censée le faire pour ce type d'association-là. Donc il y a 10, 20, 30 membres, est-ce qu'ils sont bien indépendants, est-ce qu'ils ont bien été nommés comme il faut, est-ce qu'ils ont eu les infos qu'il fallait, est-ce que le déroulé de l'association se passe bien, est-ce qu'ils sont à jour de leur cotisation. Donc ce sont des sujets importants parce qu'on nous derrière on pense aussi un peu, ça c'est un peu le défaut ou l'expérience de l'expert comptable finalement, il y a aussi le risque fiscal. C'est que voilà, est-ce que l'association respecte bien ça, parce que si c'est pas le cas, on peut se dire que c'est une association un peu en cercle fermé, et avec une association en cercle fermé avec un risque à un moment donné dans les impôts qui interviennent et qui disent que elle ne remplit pas complètement, ou sa structure ne correspond pas tout à fait à ce qu'elle devrait être en réalité. Prenez l'exemple des structures qui embauchent du personnel, notamment on parlait tout à l'heure atelier chantier d'insertion, ces choses-là. C'est hyper encadré et on est à la limite parfois, à la limite on pourrait l'être, de l'entreprise adaptée ou de la coopérative, certaines coopératives professionnelles. Donc uniquement parce que derrière on a des dirigeants et des encadrants qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Donc c'est des sujets qu'il faut être vigilant, notamment au niveau fiscal. Merci beaucoup Jean-Philippe pour ce bon moment passé au service donc de la formation pour l'ITS Pierre Bourdieu. Bonne continuation à vous dans vos activités d'expert comptable et de commissaire aux comptes et à très bientôt. Merci, ravi de vous avoir accueilli. Merci à vous. Au revoir.